Une semaine politique en France qui prend une dimension internationale avec déjà ce sommet de Paris, une initiative lancée, voulue par Emmanuel Macron. Une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents, mais peu de résultats concrets, on en a parlé ici même. Et puis il y a ce coup de force avorté d'Evgeny Prigojine en Russie qui a tenu en haleine le monde entier samedi et qui a tenu en haleine Richard Verly, évidemment. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Il y a une semaine tout juste, vous étiez en Ukraine, en direct dans 64 minutes. Alors Paris est resté dans l'expectative hier au vu de tout ce qui se passait en Russie. Beaucoup de ses partenaires européens ont fait de même. Est-ce que cette crise, est-ce que cet épisode, ce rebondissement va faire bouger les lignes selon vous? Ça peut faire bouger les lignes. Ça peut faire bouger les lignes, notamment sur le front ukrainien, parce que la grande question qu'on se pose, c'est comment vont réagir les soldats russes. Les soldats russes, aujourd'hui, sont sous le feu de la contre-offensive ukrainienne. On sait, et je l'ai vu moi-même en Ukraine, qu'ils sont beaucoup mieux retranchés, ils sont beaucoup mieux préparés pour résister, mais ce qui vient de se passer en Russie, ça les interpelle, à coup sûr. Qui commande? Qui est le plus puissant? Est-ce que c'est Poutine ou Prigojine? Comment vont-ils faire avec les miliciens Wagner qui sont à côté d'eux, etc., etc. Donc il y a une occasion de faire bouger les lignes. D'ailleurs, on a vu que Volodymyr Zelensky s'était rué sur l'occasion pour dire que Poutine a peur. On voit aussi que les États-Unis bougent. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a dit qu'il y avait des fissures dans l'appareil de pouvoir russe. Du côté européen, c'est plus de prudence, mais à mon avis, pour une raison simple, c'est que pour l'instant, on laisse les États-Unis avancer. Il y aura un sommet européen à la fin de la semaine à Bruxelles. Il y aura un sommet de l'OTAN dans 3 semaines. Autrement dit, la Russie est en tête de l'agenda diplomatique européen, ça c'est sûr. Oui, il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est vrai qu'on a encore du mal à comprendre ce qui s'est passé. Donc effectivement, on va être amené à en reparler. En revanche, ceux qui soutenaient Vladimir Poutine en France, notamment les politiques, bon, là, effectivement, on se dit que c'est bel et bien fini. Écoutez, oui, parce que comment défendre aujourd'hui Vladimir Poutine? Depuis le début de la guerre, c'était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, très peu de partis politiques ou de personnalités politiques s'y risquaient encore. Mais là, aujourd'hui, il a quand même l'allure d'un perdant. Alors, on commence à entendre des thèses qu'il faut écouter, selon lesquelles il s'agirait, vous savez, d'une makirovska, d'une mascarade, d'un bluff. Poutine, en fait, serait de mèche avec Prigojine pour purger les généraux de l'état-major. Peut-être, mais c'est quand même tiré par les cheveux. L'apparence, en tout cas l'impression qu'a donné Vladimir Poutine samedi, c'était celui d'un président seul, un président qui certes a réussi à mater la rébellion, mais qui a été défié par un seigneur de la guerre, Prigojine, qui est son allié. Maintenant, Prigojine, il est apparemment en Biélorussie, où il va y aller. Que va-t-il faire en Biélorussie? C'est toute la question. Rester inactif, ça paraîtrait très peu probable. Voilà, et que feront les Wagner en Ukraine, mais aussi en Afrique? Nul le sait pour l'heure, mais on va y revenir certainement dans les jours, les semaines qui viennent. Alors, autre grand temps fort de la semaine, grand rendez-vous diplomatique à Paris, ce sommet pour repenser un pacte financier mondial. C'est Emmanuel Macron qui a organisé cette grande rencontre. Alors, je le disais, la photo de famille était vraiment assez impressionnante, 40 chefs d'État et de gouvernement présents, peu de retombées. Est-ce que c'est quand même intéressant pour le président français, notamment à l'international? Bon, c'est non seulement intéressant pour Emmanuel Macron, mais c'est intéressant pour tous les pays qui ont participé. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses en face. Moi, j'ai eu la chance de discuter de ça avec le président suisse qui avait fait le déplacement. Il y a une nécessité de refonder le système financier international. Une fois de plus, et c'est souvent le cas, Emmanuel Macron, il a la bonne intuition. Le sommet est justifié. La difficulté, c'est de mettre le constat en concordance avec des actes, avec des réalités. Et on voit bien que ça, c'est très difficile. Donc, Emmanuel Macron, je crois qu'il a marqué des points à l'international. Les pays qui sont venus, d'ailleurs, lui ont rendu hommage. Beaucoup de pays africains. C'est important pour la France dans cette phase délicate de remise en cause, notamment dans le Sahel. Maintenant, il est clair que plus vous faites de promesses et moins vous arrivez à les traduire en actes, eh bien, plus on se méfie de vous. Le grand risque pour la France, c'est d'être le pays qui fait beaucoup de promesses et qui n'arrive pas à les tenir. Oui, surtout qu'il y a eu des décisions au niveau écologique qui ont été extrêmement discutées, mais on va y revenir dans un instant. Au niveau intérieur, là aussi, vous pensez que ce genre d'initiative peut parler à la base, aux électeurs de la majorité et aux autres? À la base, j'ai quand même des doutes, parce qu'il y a d'autres sujets qui sont plus importants. Mais d'une manière générale, et on l'a déjà dit ici, Emmanuel Macron, sur le plan international, conserve une véritable, je dirais, cote de popularité. On lui reconnaît l'étoffe d'un chef d'État qui a des idées, qui veut innover, qui veut pousser de nouveaux sujets, bien évidemment, surtout du côté européen, mais pas seulement. Donc il cultive cette étoffe. Certains diront qu'il est peut-être à la recherche
d'un prix Nobel de la paix. En tout cas, ce genre d'initiative ressemble à une quête de quelque chose. Et il en a profité pour rencontrer Lula, le président brésilien. Jean-Luc Mélenchon aussi. Alors les deux hommes se connaissent effectivement, le président brésilien et Jean-Luc Mélenchon. Mais on a vu une petite dissension apparaître, notamment avec François Ruffin, puisque vous le savez, il a donc été à la manœuvre avec d'autres députés de la NUP notamment, sur le rejet du Mercosur, qui est un accord commercial avec le Brésil. Est-ce que François Ruffin fait entendre sa petite musique au sein de la NUP, mais surtout au sein de LFI ? Oui, je crois qu'il y a chez François Ruffin davantage de réalisme, moins d'idéologie, et d'idéologie surtout ancienne, que chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment le registre de l'Amérique latine combattante, anti-États-Unis. Il est resté figé un peu dans ce registre-là. On sent que François Ruffin veut élargir son public, mais aussi qu'il regarde le monde tel qu'il est. Au fond, la différence entre les deux hommes, c'est que Jean-Luc Mélenchon regarde le monde tel qu'il était au passé, et que François Ruffin, homme de gauche, essaye de le voir tel qu'il est parce qu'il sait que c'est là sa chance d'exister face à celui qui, quand même, encore aujourd'hui, incarne la NUPES, incarne l'Alliance de gauche, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Mais Jean-Luc Mélenchon, il peut lui laisser le champ libre ou pas encore ? Je crois que Jean-Luc Mélenchon ne laissera pas le champ libre si son concurrent ou si une autre personnalité ne l'obtient pas en quelque sorte de force. On sait que Jean-Luc Mélenchon est un homme du rapport de force en politique. Il a un capital électoral conséquent, il a raté de justesse, rappelons-le, le second tour à la dernière élection présidentielle. On dit qu'il a encore très envie de se représenter, mais il y a l'âge, il y a peut-être la fatigue, il y a aussi la nouvelle génération incarnée par François Ruffin, mais s'il envisage peut-être de prendre la tête de cette alliance de gauche, François Ruffin ne devra pas seulement émettre des idées, il devra aussi arriver à pousser Jean-Luc Mélenchon dehors, et ça ne sera pas simple. Et la NUP croit encore à des listes communes pour les européennes. Ils vont en parler cet après-midi. D'ailleurs, il y a un forum des jeunes de LFI. Est-ce qu'on peut y croire encore ? Est-ce que la France insoumise veut y croire ? Mais c'est déjà... Bon, la France insoumise garde un argument, et c'est un argument qui va faire réfléchir tous les protagonistes. C'est que l'union fait la force. Électoralement, aujourd'hui, la présidentielle l'a démontré, si la gauche est unie, elle a priori plus de chances. Sauf sur un terrain, c'est le terrain Europe. Parce que sur le terrain européen, vous avez une vraie fracture entre le souverainisme de gauche, incarné par Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise, et des partis plus pro-européens, pro-communautaires, que sont notamment le Parti socialiste et, disons, les centristes de gauche. Donc là, il y a une vraie fracture. J'ai entendu que la France insoumise voudrait surtout rallier les communistes, bien sûr, oui, au moins. Donc on va voir. Pour le moment, je dirais que la messe n'est pas dite parce que concourir et perdre, c'est-à-dire ne pas atteindre le minimum des 5% pour avoir des députés, est-ce que ça vaut le coup ? Un certain nombre de partis vont quand même se poser la question. Alors on va parler d'un autre homme politique qui se fait entendre, alors dans la majorité cette fois, Gérald Darmanin, le ministre français de l'Intérieur, termine ce dimanche son déplacement à Mayotte. Il a annoncé le prolongement de l'opération Wambouchou, une opération controversée. Gérald Darmanin qui affirme que les résultats sont là, moins de criminalité notamment, et aussi moins d'immigration illégale. On l'écoute. Le bilan de l'opération, qui n'est pas fini, puisqu'on a décidé de prolonger au moins dans la situation actuelle plus d'un mois à la demande du président de la République, c'est d'abord l'interpellation des chefs de bande. Il y avait 57 chefs de bande qui étaient identifiés avec la police judiciaire, avec le procureur de la République, qui étaient judiciarisés, c'est-à-dire que le dossier était ouvert par des juges d'instruction par le procureur. Sur 57, 47 ont été arrêtés. Il y a la question évidemment de l'habitat insalubre. S'il n'y avait pas eu les recours nombreux, nous serions plus avancés qu'aujourd'hui, mais vous avez vu que cela, grâce à l'action du préfet de Mayotte, que je remercie vraiment très franchement pour son travail et son abnégation, 250 logements insalubres ont déjà été supprimés. On se donne comme objectif que d'ici la fin de l'année, 1 millier de ces logements insalubres soient supprimés et qu'on reloge les personnes, qu'on reconstruise, en libérant des espaces qui nous intéressent beaucoup, comme la création de ce lycée qu'on ne pouvait pas construire parce qu'il y avait des bidonvilles à la place. Voilà pour ce bilan d'étape. Alors, il donne beaucoup de chiffres, Gérald Darmanin, sur cette opération. Bon, pour l'instant, sauf erreur de ma part, ça n'a pas encore été étayé par des journalistes. Il devient incontournable, Gérald Darmanin ? Oui, dans la majorité telle qu'elle est aujourd'hui, une majorité qui lorgne quand même à droite, parce que c'est à droite que les soutiens au Parlement se trouvent plutôt, il est évident qu'il est incontournable. Est-ce qu'un dossier comme Mayotte est un dossier qui le rend encore
plus incontournable, j'en doute un petit peu. Mayotte, c'est quand même loin de la France. Il y a d'autres dossiers beaucoup plus compliqués qui l'attendent, notamment la loi sur l'immigration. Ouais. Donc je crois que c'est là-dessus que ça se jouera. Quant à Mayotte, certes, il y a des résultats parce que l'État a mis le paquet maintenant, mais la question, elle reste toujours la même. Et après, que se passera-t-il lorsque les forces de police qui ont été déployées reviendront en métropole? Que se passera-t-il lorsqu'il n'y aura plus la même présence, la même intervention du pouvoir central? Moi, en tant que journaliste étranger, je me pose toujours la même question. Est-ce que la configuration de la situation de Mayotte est viable et tenable pour un pays comme la France aujourd'hui? Il n'empêche que la presse française s'est beaucoup agitée ces derniers jours sur un éventuel remaniement. Évidemment, on parle de Gérald Darmanin. On est dans ces négociations ou pas du tout, selon vous? Bon, ce qui est certain, quand vous lisez la presse française, ou plutôt quand vous cessez de la lire pendant une semaine et que vous recommencez à la lire comme je l'ai fait à mon retour d'Ukraine, vous voyez qu'elle veut un remaniement. Il y a une bulle pro-remaniement. On a envie d'une actualité politique qui, avant l'été, soit encore riche de rebondissements. Je crois que là, pour l'instant, Emmanuel Macron, il joue l'attentisme. Plus on s'avance vers l'été, plus on peut quand même douter d'un remaniement d'ampleur. Il y a la date du 14 juillet dans le radar. 100 jours. On en parle, les 100 jours. Pour l'instant, en tout cas, Emmanuel Macron doit faire face à une première ministre extrêmement tenace. Elisabeth Borne, elle ne lâche rien. Est-ce que Gérald Darmanin est en capacité de la bousculer? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Moi, pour l'instant, je ne le crois pas. Je crois qu'Elisabeth Borne, elle a eu une période très difficile. Le casting de son gouvernement est compliqué. Il y a des ministres qui, clairement, n'ont peut-être pas performé autant qu'elle l'espérait, mais pour le moment, elle continue d'incarner une sorte de milieu, et Gérald Darmanin, ce serait un basculement vers la droite, mais ça rapporterait quoi? Au fond, c'est ça le problème de Gérald Darmanin. S'il devenait Premier ministre, qu'est-ce qu'il rapporte à Emmanuel Macron? Est-ce qu'il lui rapporte une majorité assurée à l'Assemblée nationale? C'est pas du tout sûr. Alors dans ce cas, peut-être que d'autres options seront considérées. Mais pas avec un rapprochement avec les Républicains, justement parce qu'il y a cette fibre plus à droite? Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Quand on écoute les Républicains, c'est pas le cas. Si vous écoutez les poids lourds des Républicains, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Gérard Larcher, pour le moment, je n'en ai entendu aucun, même confidentiellement, laisser entendre que Gérald Darmanin serait pour eux le bon candidat Premier ministre. Donc pour lui, Gérald Darmanin, il faut, s'il envisage ce poste, qu'il vienne avec l'assurance de produire une majorité. Il semble que pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors Gérald Darmanin qui a aussi acté la dissolution d'une association dont on a beaucoup parlé, notamment dans 64 minutes. Il s'agit donc des soulèvements de la terre, ce qui a entraîné une émotion au sein des mouvements écologiques. On va écouter Sébastien Barle, l'adjoint du maire de Marseille pour la transition écologique. C'est la première fois en fait qu'un gouvernement s'attaque à un mouvement écologiste, à un mouvement qui défend en fait les droits de l'homme et des droits fondamentaux qui sont les droits de la nature, les droits du vivant. La nouvelle génération justement des droits, des libertés fondamentales et des droits fondamentaux. Et je suis là pour déplorer cet acte attentatoire aux libertés, cet acte autoritaire en fait qui à la fois vise à intimider en fait les militants, des militants écologistes qui luttent sur le terrain quotidiennement contre les grands projets inutiles, mais qui vise également à envoyer en fait dans la radicalité toute une jeunesse en fait qui défend le vivant, qui défend l'urgence climatique. Mais est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal, effectivement, de faire de grands sommets pour défendre la transition énergétique et maintenant voir cette association, ce mouvement écologique dissous? C'est plus que paradoxal, c'est même contradictoire. Et là, on voit bien qu'Emmanuel Macron a, sur le plan intérieur, choisi une voie assez autoritaire en ce qui concerne la gestion des mouvements contestataires écologistes, ce qui lui pose le plus de problèmes, notamment sur la réalisation de grands projets. Donc oui, c'est évident que là, il est pris en flagrant délit de contradiction. Est-ce que par contre, ça remet en cause les engagements écologiques du gouvernement et est-ce que ça prouve que peut-être le gouvernement n'est pas sincère dans ses engagements? Je crois que c'est aller trop loin. Il faudra juger sur pièce quand le quinquennat d'Emmanuel Macron s'achèvera. Mais pour le moment, ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron perd cette jeunesse extrêmement active sur le dossier du climat. Une jeunesse qui est radicale, mais c'est comme ça, il faut la prendre comme elle est. Et que de ce point de vue, son autoritarisme peut se retourner contre lui parce que, bien évidemment, cette jeunesse, elle a des soutiens et elle va continuer de militer, même si cette association est dissoute, elle réapparaîtra sous d'autres formes et sous d'autres associations. Alors on va faire un peu d'anticipation puisque vous le savez, demain lundi, Emmanuel Macron donc part à Marseille. C'est un peu l'acte 2 puisqu'il était déjà allé en septembre 2021. Donc lui aussi vient dresser un bilan. C'est sur 3 jours, je crois qu'il reste 3 jours.
Que représente Marseille pour Emmanuel Macron? C'est un peu surprenant, ces longs séjours. On parle d'un laboratoire. Pour vous, c'est son laboratoire, Marseille? Je crois que c'est d'abord un coup de cœur. Il aime cette ville, d'ailleurs c'est ce qu'il répète, et ça a l'air d'être sincère. Il aime son équipe de football, il aime Marseille, il aime les défis qui sont ceux de Marseille. Au fond, à Marseille, vous avez 3 grands défis. Vous avez le défi économique qui est l'ouverture au sud de l'Europe, et notamment la question migratoire, ce qui est un défi absolument colossal. Vous avez le défi de l'ordre public et de la criminalité qu'on connaît, et ensuite vous avez le défi de la transformation d'une ville. On l'a vu avec les bâtiments qui se sont écroulés, etc. Donc un vrai chantier urbain. Et Emmanuel Macron, c'est un homme qui aime les chantiers. Il se définit même par ça. Il aime aller véritablement au boulot pour mener à bien des chantiers. Il a peut-être fait de Marseille un laboratoire. Le problème d'un laboratoire, encore une fois, c'est qu'il faut qu'il accouche de résultats. Donc il a injecté beaucoup d'argent. On sent qu'il y va aussi pour surveiller que le plan Grand Marseille, eh bien c'est un plan qui est bien suivi. Donc il y a chez lui quand même une volonté d'être présent, de mettre un peu sous surveillance les différentes institutions. Et puis il y a peut-être une envie politique. Après tout, il y a un jour où il ne sera plus président de la République. Et on entend parfois que la mairie de Marseille pourrait être un autre défi pour un Emmanuel Macron qui, à ce moment-là, ne serait plus président, mais serait candidat à la mairie d'une grande métropole, et une métropole qui le passionne. Voilà, Marseille qui accueillera d'ailleurs la première étape de la flamme olympique. Ce sera le 8 mai 2024. Là aussi, écoutez, on y reviendra sur ce parcours olympique et sur tout le reste. Merci Richard Verlier. On retrouve vos éditos, vos reportages sur blic.ch. Merci à vous d'avoir participé à ce dimanche en politique.